Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1, pour faire le débrief du Grand Prix d'Italie sur le circuit de l'Autodromo di Monza, à côté de Milan en Italie. On va revenir sur ce qui s'est passé sur ce week-end sur le temple de la vitesse. Oui, c'est l'un des circuits les plus rapides, de la saison. Voilà, vous atteignez des vitesses de dingue à plusieurs reprises. C'est surtout ça qui fait la particularité de Monza par rapport à d'autres pistes où on atteint cette vitesse max à une seule reprise. C'est vrai que Monza, c'est plus forcément le circuit où on va le plus vite en ligne droite, mais ça reste une piste mythique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, cyclisme, F1, rugby également avec la Coupe du Monde. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, avec du contenu notamment cyclisme en ce moment. Et puis voilou, du côté de Monza. Puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Un week-end toujours sympa avec Monza, parce qu'il y a une ambiance qui est particulière, surtout quand Ferrari est performant. Dès les qualifs le samedi, vous avez une ambiance de dingue dans les tribunes qu'on retrouve peut-être nulle part ailleurs. Il y a Monaco, mais l'ambiance italienne, la ferveur des tifosi, c'est quand même Monza. Monza, il y a une ambiance dans les tribunes qui est absolument dingue, même quand Ferrari ne fait pas une grande année comme cette saison. Cette année, on a même eu presque des qualifs plus intéressantes que la course, parce qu'au final, la course a été très calme. Ça a été un Grand Prix très très calme, beaucoup plus calme que d'habitude. Encore une fois, derrière Red Bull, une nouvelle hiérarchie avec Mercedes, tous les moteurs Mercedes même qui n'étaient pas très performants, et Ferrari qui était en forme par rapport à d'autres courses et qui luttaient dans une catégorie assez proche de Red Bull, même s'ils étaient un petit peu en dessous. Et puis un Grand Prix toujours sympa, voilà, c'est toujours un week-end intéressant parce que vous avez des pilotes qui arrivent à sortir des top chronos et des voitures qui s'en sortent mieux qu'à d'autres reprises, et donc voilà, c'est toujours un circuit fantastique. Moi je prends toujours du plaisir à regarder les qualifs à Monza. Monza, c'est un circuit où je prends peut-être même presque plus de plaisir à regarder les qualifs que la course, même si on a vu en F2 et en F3, ça a été un petit peu la pagaille. Du côté des qualifications, il faudra peut-être changer le système de qualification pour Monza. Au lieu d'avoir un système Q1, Q2, Q3, peut-être un système avec des petits groupes comme on a en Formula I, peut-être un système où d'un seul tour lancé. Mais ouais, il faudra trouver un autre système pour Monza, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu la bagarre pour les qualifications, et il y a des pilotes qui se font avoir de cette manière. Bon, note du Grand Prix, 11 sur 20. Ouais, parce que les qualifs ont été sympas. L'ambiance et tout ça, le changement de hiérarchie encore, des Mercedes en difficulté. Bon. Mais la course a été super calme. À part l'incident dont a été victime Tsunoda au départ, sinon il ne s'est pas passé grand-chose. Ça a été très très calme. Rien que le départ, en fait, j'ai rarement vu un départ aussi calme à Monza. Il n'y a vraiment eu aucun contact. Les seuls contacts qu'on a eu, c'est Hamilton avec Norris. Et c'est pas un contact, c'est sur la fin, la bagarre Sainz-Leclerc qui nous a animé la fin de course. Mais non, pour le reste, c'était quand même très calme, trop calme, me semble-t-il, pour un Grand Prix d'Italie. Mais bon, l'année 2023 de Formule 1 est pas dingue au niveau spectacle. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, eh bien, Alpine, on va faire un bilan global pour Alpine. Ça a été la soupe à la grimace ce week-end, avec une voiture qui manque de moteur, tout simplement. C'est-à-dire que Alpine, en ce moment, c'est une voiture qui n'est pas rapide en ligne droite, ok. Mais le moteur n'est pas suffisamment bon aujourd'hui chez Alpine. Toutes les autres équipes le disent, même. Que chez Alpine, au niveau moteur, là, cette année, on a un réel manque de performance.
À l'époque d'Habitbull, on avait fait un gros travail sur le moteur pour développer le moteur, pour faire pas mal de modifs, ce qui, j'ai l'impression, a été un petit peu arrêté après le départ d'Habitbull, où Alpine était revenu à un bon niveau. Or, on sait que les évolutions moteurs vont être de plus en plus compliquées à réaliser parce qu'au niveau règlement, ça va pas être évident. Et le fait qu'Alpine, là, ait du retard, c'est très inquiétant pour les années à venir. Je ne pense pas que la situation s'améliore vraiment énormément l'année prochaine. C'est dommage parce que ça leur coûte beaucoup, quoi. Et là, c'est Viry-Châtillon. C'est-à-dire que on sait très bien qu'entre Viry-Châtillon et Enstone, il y a des guerres de clans. Ça a toujours été le cas chez Alpine, même à l'époque d'Alonso. Mais là, il y a une vraie guerre de clans aujourd'hui. C'est-à-dire que on voit vraiment, il y a des babettes qui m'attaquent, on voit vraiment la situation avec une guerre entre d'un côté les équipes, les équipes d'Enstone qui disent bah, nous notre châssis il est bien et le moteur il est pas bon, les équipes de Viry-Châtillon qui disent bah, notre moteur il est pas si mauvais que ça, c'est surtout parce que la voiture elle est difficile à piloter. Tant qu'on n'arrivera pas à travailler de concert entre Enstone et Viry-Châtillon, et je trouve que c'est le gros problème depuis quelques temps, ça risque d'être difficile. De toute manière, je pense qu'on a fait une croix un petit peu sur l'année 2023 parce que on prépare la fin de saison. Et quand tu vois notamment le documentaire bleu, blanc, rouge de Canal+, tu vois qu'il y a quand même beaucoup de changements en interne. Le départ de Otmar Staffnauer et l'arrivée de Bruno Famin. Donc ouais, il y a des gros changements chez Alpine. Là, ce week-end, de toute manière, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise qu'Alpine soit loin. Mais bon, c'est-à-dire que c'est pas une surprise. On le voyait venir depuis 5-6 courses. On savait que Monza, ça allait être dur. Parce qu'on voit que les circuits, il y a des longues lignes droites. C'est à moins un problème. Mais bon, tu vois que on prépare déjà l'année prochaine. Je pense chez Alpine, on est déjà en train de préparer l'année prochaine. On n'est déjà plus vraiment concentré sur 2023. C'est-à-dire qu'on sait que, à part grosse surprise, ça va être dur de faire mieux que 5, qu'il y a de grandes chances qu'il fasse 6ème du championnat. Donc après, tu peux pas faire des grosses merveilles derrière. Donc du côté d'Alpine, j'ai peur que la fin de saison soit longue parce qu'il y a le Qatar qui peut être bien. Singapour, on verra aussi, puisque ça s'était bien passé du côté de Monaco. Mais les pistes où il faut de la puissance moteur, je pense que ça sera difficile. Je pense notamment à un Mexico risque d'être compliqué pour Alpine dans les prochaines courses. On regarde tout de suite les pilotes au top. Du côté des pilotes au top, je commence avec Max Verstappen. Que dire encore bah oui, 10 victoires d'affilée. Je sais que certains critiquent ce record-là. Certains disent c'est un record Wikipédia. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, quand ces gens sont Mercedes qui ont eu des records Wikipédia aussi, notamment avec Rosberg et Hamilton, quand il n'y avait que ces deux-là qui pouvaient se battre pour le championnat pendant 3-4 ans. Aujourd'hui, Verstappen, sur ce Grand Prix-là, il colle une branlée encore à tout le monde. C'est-à-dire qu'il colle une branlée à Pérez, il colle une branlée à tous les autres pilotes sur le Grand Prix. Ferrari, ils ont fait une voiture pour les qualifs. Ça a marché pour la qualif. Par contre, quand tu voyais en course, c'était très compliqué, notamment au niveau du train arrière pour Sainz. Pour Leclerc, pareil, ils ont surchauffé leurs pneus. C'est ce qui a fait la différence avec Red Bull. Les deux voitures étaient assez proches. Le problème, c'est que chez Ferrari, on n'avait pas de tenir les longs runs. Chez Verstappen, on arrivait très bien à tenir les longs runs. Et puis après, il est encore au-dessus de Perez ce week-end. Il est intouchable. Cette année, il est intouchable. Il est imbattable, vraiment. Et moi, je trouve que c'est beau à voir quand même. Alors oui, c'est pas spectaculaire, ça on est d'accord là-dessus. Mais c'est beau à voir quand même un pilote qui arrive à un tel niveau de maîtrise. Et un tel niveau de maîtrise qu'il n'y a rien qui peut vraiment l'inquiéter. T'as aucun problème. Ça fait un peu pareil. Bon, là ça a été un peu plus compliqué sur la dernière course, mais avec Banaya en Autriche, c'est pareil que Verstappen. C'est une domination complète sur le Grand Prix et c'est beau à voir. Moi je trouve qu'un mec qui arrive comme ça à dominer, au bout d'un moment, qui arrive à tout mettre en place parfaitement, qui n'a pas
un grain de sable pour enrayer la mécanique. Moi, je trouve qu'à un moment, c'est un peu beau quand même à voir. Et je trouve que Verstappen, il a ce talent-là en ce moment. Il est en pleine confiance, il est en pleine bourre. Il est intouchable. Intouchable. Vraiment, il fait son maximum. Mais je pense que Monza, c'était un circuit où il voulait gagner. Il voulait gagner à Monza ce week-end, vraiment. Un pilote de F1 veut gagner toutes les courses, hein, mais Monza, je pense qu'il y avait un intérêt au-dessus à aller gagner pour Verstappen, parce qu'il connaît un petit peu l'histoire de la Formule 1, il sait que gagner, il l'avait déjà fait à Monza, mais gagner à Monza de cette manière, je pense que ça lui a bien plu. Deuxième pilote au top, Carlos Sainz. Toujours pas fan de ces changements de direction intempestifs dans les zones de freinage, notamment dans la bagarre avec Charles Leclerc, mais bon, c'est un truc qu'il fait tout le temps, Sainz. C'est-à-dire que vraiment, c'est un vrai problème pour lui. Sinon, du côté de Carlos Sainz, le Grand Prix a été bon. Je trouve que la pole position, ça lui a peut-être même donné un peu d'air chez Ferrari. Parce que gagner une pole à Monza, ça peut vous sauver une partie de votre saison. Faire un Grand Prix comme il a fait, encore plus. Bon, après, face au Red Bull, il pouvait rien faire. La voiture était trop déchargée en appui pour aller gêner les Red Bull. Mais Sainz, il fait une bonne course. Le problème, c'est encore une fois ses défenses, où il change quand même face à Leclerc à un moment, 4 fois de direction. Après, j'ai envie de dire aussi que la direction de course, elle a le droit de mettre des drapeaux noirs et blancs, elle a le droit de sanctionner aussi ce genre de geste, ce qu'elle ne fait pas. Donc, parce que là, ce week-end, il y a eu peu de pénalités sur des actions de course par rapport à d'autres Grands Prix. Donc, ça change d'habitude, mais là, encore une fois, la cohérence sur une saison des décisions de la FIA. Sainz, pour moi, aurait pu prendre une sanction à partir du moment où vous savez que face à Leclerc, il change 3 ou 4 fois de direction en 200 mètres. Donc c'est quand même très dangereux ce qu'il a fait. Après, tant qu'il n'est pas embêté par les pénalités, il va continuer à faire de cette manière. Mais sinon, sur le rythme de course, c'était très bien. Et puis ça fait du bien quand même à Sainz. L'année n'a pas été facile. Et il a retrouvé vraiment des couleurs depuis cet été. Il fait des choses solides. Et ça va peut-être même faire un peu mal à Leclerc parce qu'il gagne le Grand Prix. Il gagne la qualif. Il fait 3e du Grand Prix. Leclerc doit l'avoir un peu mauvaise quand même. Ça doit trotter un petit peu dans la tête. Pas de chance par contre pour Carlos Sainz parce qu'il s'est fait voler sa montre, je crois. Mais il a réussi à trouver l'auteur des faits du côté de Milan après la course. Et puis je termine avec Alexander Albon. Super saison, 21 points marqués avec une Williams sur l'année, c'est quand même fantastique. C'était presque la voiture avec le moteur Mercedes qui était la plus performante. On voit que tous les moteurs Mercedes ont quand même été en difficulté et lui, il a réussi vraiment à faire une super course. Il finit quand même la course, Albon, devant Norris, devant Alonso, devant aussi Piastri. Et pas très loin des deux Mercedes parce que vraiment c'est en fin de course où il a du mal à suivre, mais il était vraiment pas loin de Hamilton. Bon, Russell était un peu plus devant, mais il a fait vraiment une super course, Alexander Albon, avec une Williams qui est toujours aussi performante sur les circuits avec faible appui, et surtout maintenant qui arrive à concrétiser les points. Je trouve qu'ils font un bon boulot en interne, on ne parle pas trop de la direction de Williams, mais je trouve qu'en interne, ça se passe très très bien là depuis le début de saison et même la fin de la saison dernière. Il y a vraiment des très très bons résultats. Et je trouve qu'on a beaucoup mis en avant Tsunoda, ça je l'avais assez dit, on n'a pas trop mis en avant Alexander Albon. 21 points avec une voiture comme la Williams qui est vraiment pas la meilleure voiture du plateau. C'est solide et surtout peu d'erreurs de la part d'Albon. Peu d'erreurs de pilotage qu'il faisait, notamment chez Toro Rosso, enfin AlphaTauri, et chez Red Bull. Il avait tendance parfois à surpiloter. Et là, non, il ne surpilote pas, il fait vraiment du très bon travail, sérieux, pas d'erreur. Alors moi, je trouve qu'il faut saluer
ce que réalise le Thaïlandais et qui est en train de faire du très très bon boulot. Et encore une fois, avec Williams, parce que les Williams, c'était la deuxième voiture avec un moteur Mercedes la plus performante derrière les Mercedes. Parce que Sargent était pas mal aussi, hein. Il finit 13e, mais il perd du temps en fin de Grand Prix, parce qu'il était vraiment plutôt sur un très très bon rythme, Logan Sargent. On passe au bonnet d'âne de ce Grand Prix du côté de Monza. Je commence avec Aston Martin. Ça n'a pas été un Grand Prix facile et on le voit, hein, que les courses un peu s'enchaînent du côté d'Aston Martin avec... On est rentré dans le rang. Voilà, j'en avais déjà parlé précédemment. Du côté d'Aston Martin, c'est la différence entre une équipe structurée qui est habituée à jouer le top tableau comme Red Bull, comme Ferrari et ou Mercedes, et une équipe qui est moins habituée à faire ça. Et là on voit que chez Aston Martin, c'est compliqué parce que Alonso ce week-end il n'avait pas beaucoup de rythme. Alors on s'y attendait aussi un petit peu du côté de Monza parce que c'est une voiture qui n'a pas une grosse vitesse de pointe, hein. Leur DRS fonctionne moins bien que dans d'autres équipes. Il y a vraiment cette année on voit que le DRS, qui est pourtant un truc tout con, hein. Le DRS c'est deux lattes qui s'ouvrent et tout est très réglementé au niveau du DRS, mais on s'aperçoit que le fonctionnement du DRS, Red Bull ils ont trouvé quelque chose et qu'Aston Martin, il y a un élément sur la voiture qui fait que ça marche moins bien, que la traînée aéro ne baisse pas autant que sur d'autres voitures. Donc on savait que sur cette piste de Monza, c'est une voiture qui n'a pas une grosse vitesse de pointe, ça allait être compliqué, mais même dans les portions où il fallait du châssis, il y a quelques portions du côté de Monza où il faut du châssis, la Stone semblait pas exceptionnelle non plus, et ce qui fait que tu te retrouves à avoir un week-end difficile, tu prends 2 points avec Alonso, mais c'est loin des attentes de cette formation sur ce Grand Prix. Et puis bon, on va parler de Lance Stroll, c'est compliqué Stroll quand même, hein. 8 dixièmes par rapport à Alonso sur un circuit où il y a 6 virages. Alors, c'est quand même, je sais pas, il y a moins de 10 virages à Monza. Sur un circuit où le tour se fait en 1,22, 8 dixièmes, c'est énorme l'écart. C'est, à Spa, ça aurait fait 3 secondes. Donc, non, tu peux pas être à ce niveau-là. Je sais pas à quel moment on va intervenir chez Aston. Je sais pas jusqu'à quel point Papa Stroll a vraiment la main mise sur cette équipe et sur les actionnaires. Mais si j'étais actionnaire d'Aston Martin, moi je demanderais qu'on dégage Lance Stroll parce qu'aujourd'hui, il est pas dedans, quoi. T'as l'impression que certains disaient qu'il voulait se lancer dans le tennis professionnel. C'est pas une blague, j'ai lu ça, j'ai lu 2-3 papiers là-dessus sur les internets où Stroll voudrait se lancer dans le tennis. Donc il doit avoir 28 ans, hein. C'est vrai que c'est l'âge vraiment idéal pour se lancer dans le tennis professionnel, mais qui se lance dans le golf, dans le championnat du monde de bilboquet, mais il est absolument pas concentré sur la Formule 1 et l'écart de temps avec Alonso est énorme. Pour une voiture équivalente, voilà, même Perez est plus proche de Verstappen, quoi. Donc c'est un vrai problème. On poursuit avec Haas. Comme chaque année, Haas, ça commence fort, ça finit loin des top équipes. Le problème de Haas, ils n'ont pas d'ingénieur. Ils ont une équipe technique qui est pas énorme en nombre, mais qui est pas en plus très performante. On se souvient de ce que disait Romain Grosjean de chez Haas, où il disait grosso modo, quand tu dis qu'il y a un truc qui va pas sur la voiture, on te répond c'est les ingénieurs qui auront tout le temps raison. Ça me rappelle Trident à F2 qui est un peu pareil, c'est-à-dire qu'ils prennent pas en compte ce que disent les pilotes grosso modo. Et là chez Haas, ça fait quand même depuis quelques courses, on n'est pas en capacité d'aller chercher les points. À Monza, pourtant tu as peut-être le meilleur moteur aujourd'hui, le moteur Ferrari, c'est peut-être le meilleur moteur actuellement du plateau. Sauf que sur un Grand Prix comme Monza, tu finis 14-15, un truc comme ça. Tu finis même derrière Alpine, derrière l'Alpine de Pierre Gasly, derrière Lance Stroll. C'est les 2 seules voitures qui sont à un tour dans ce Grand Prix. Hülkenberg et Magnussen, ça n'a absolument pas marché pendant tout le week-end. Éliminé également dès la Q1 pour Magnussen. Bon, Hülkenberg il a été en Q2 mais il se fait éliminer 13e. Rythme de course 0. Bon, c'est vrai que c'est pas top quoi. Ça a vraiment été très très compliqué sur ce week-end de course. On va voir ce que ça va donner
dans les semaines à venir, dans les grands prix à venir. Mais c'est vrai que pour le moment, As est en difficulté et j'ai pas l'impression qu'ils aient la solution miracle. Le moteur Mercedes, autre flop du week-end. Bah ouais, parce qu'on a beau dire, mais que ça soit Mercedes, Williams, McLaren, Aston Martin, aucune de ces équipes qui, pourtant, que ça soit McLaren, Mercedes ou Aston se sont battus pour le podium, à la régulière, aucune de ces trois équipes ne pouvait aller chercher le podium. Aucune de ces équipes ne pouvait faire des bons résultats. Que tu me dises, ça soit une voiture, je veux bien, mais là ça semble le moteur Mercedes. Et c'est quand même fou, parce que 2014, quand ils arrivent, Mercedes, ils ont le moteur le plus performant. On a l'impression qu'à un moment, ils ont arrêté de bosser sur le moteur. Les autres, eux, ont travaillé, que ce soit Honda, Ferrari, et que ça fait quand même depuis quelques années que Mercedes n'est plus le meilleur moteur. Mais de là à être dans l'incapacité de chercher la gagne, comme c'était le cas ce week-end, là c'est quand même, je crois, une première, et c'est pas très rassurant sur la suite pour Mercedes. Certes, ils ont peut-être corrigé les problèmes châssis de la voiture, les problèmes aéro de la voiture, mais je pense que toute l'énergie qu'ils ont mis pour améliorer l'aéro de la voiture, c'est au détriment de d'autres secteurs, et notamment le secteur moteur. Et là, c'est vrai que je trouve qu'au niveau moteur, il y avait un réel déficit de performance du côté de Mercedes. Et puis je termine avec AlphaTauri. Alors il y a des choses intéressantes chez AlphaTauri. Liam Lawson, bon, à la place de Ricciardo, j'essaierai de revenir le plus vite possible, mais je pense qu'il va pas revenir après, il va revenir qu'après Suzuka. Et encore, il faudra voir. Il y en a un qui est en train de gagner ses galons, c'est Lawson. L'écart avec Tsunoda en qualif était extrêmement réduit entre les deux. Il a fait Tsunoda, que je le retrouve. J'ai perdu Tsunoda. Là, Tsunoda a fait 1,28,5 contre 1,21,7. Donc 1,21,5 contre 1,21,7. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près 150 millièmes d'écart. Ça fait que 2 Grands Prix. Et donc ça, c'est vrai que c'est déjà très très bien de la part de Liam Lawson, mais surtout pas d'erreur en termes de pilotage en course. Donc il prend beaucoup d'informations et pourtant il n'a pas la meilleure voiture du plateau. Il finit 11e, il a failli marquer ses premiers points quand même ce week-end, et il finit surtout, il était dans le même rythme en qualif, il était dans le même rythme que Tsunoda. Pas de chance pour Tsunoda, bon, il n'a pas pu prendre le départ, mais putain, Lawson, c'est du lourd. Mais pourquoi je les mets en flop, malgré la performance de Lawson, qui pour moi, Ricciardo est en train de s'enterrer, et est en train d'enterrer Ricciardo. Pour moi, l'inquiétude, c'est que AlphaTauri, Monza, c'est leur circuit fétiche. C'est là où ils ont remporté leurs 2 Grands Prix. C'est un circuit qui convient parfaitement. C'est là où ils arrivent toujours à faire des très très bons résultats à Monza. Qu'il n'y ait pas de points marqués après ce Grand Prix-là, qui est pourtant sur leur circuit fétiche, ça confirme que la voiture est très mauvaise cette année. C'est pas très rassurant. Il y a pas mal de changements en interne. Il y aurait l'arrivée d'Hugo Boss. L'équipe s'appellerait Hugo Boss l'année prochaine et plus AlphaTauri. Elle resterait dans le giron Red Bull, mais avec un changement de nom. Il y a beaucoup de choses qui changent du côté d'AlphaTauri. J'ai peur que l'année prochaine, ça soit encore compliqué. Et ça, c'est pas l'idéal pour Tsunoda, parce que il a du mal à montrer vraiment son réel talent. Tsunoda, alors cette année, il a fait un bon début de saison, mais il n'a pas marqué beaucoup de points. Et repartir sur une année encore galère l'année prochaine, c'est peut-être dire adieu à ses possibilités d'aller dans un gros team dans sa carrière. Ça serait un peu triste, parce que Tsunoda, quand on l'a vu arriver en F2, je me souviens quand il est arrivé en F2, en F3, la deuxième partie de saison en F3, F2 pareil. Putain, là je me suis dit, c'est un crack. Sauf que derrière, sa première saison de Formule 1, vraiment pas top, manque de maturité, très clairement au niveau mental, et ça va peut-être lui coûter très cher maintenant, parce que il peut pas quitter le giron Red Bull. De toute manière, il y a
aucune autre équipe, je pense, qui aurait véritablement envie d'aller chercher Tsunoda. Surtout que c'est pas un pilote qui a des gros sponsors. Il a le soutien de Honda aujourd'hui. Donc c'est vrai que pour le géant Red Bull, ils sont presque dans l'obligation de le prendre. Mais ils n'ont pas... il n'a pas de soutien financier autre. Mais c'est quand même inquiétant pour AlphaTauri. L'année dernière, il marquait des points avec Nick De Vries. Donc voilà, on est loin même du rythme de l'année dernière. Ils ont vraiment régressé dans la hiérarchie. Déjà que l'année dernière, c'était pas top. Cette année, c'est vraiment une catastrophe. On a rarement vu AlphaTauri depuis 10 ans dans un tel niveau de difficulté. Il faut revenir, je pense, peut-être pas 10 ans, mais il faut revenir à la période d'avant Pierre Gasly, où ils avaient enchaîné 2-3 années. Je me souviens, il y avait l'époque Alguersuari où ça marquait pas de points, et même après. Mais bon, ça faisait depuis 5-6 ans où là, ça allait bien du côté de l'AlphaTauri. Et là, c'est vraiment pas top. On regarde tout de suite les classements. On regarde tout de suite les classements des différents championnats. On commence tout de suite avec le championnat pilote. Ça commence avec Max Verstappen qui continue d'enquiller les points avec 364 points. On rappelle qu'il a remporté les 10 dernières courses, les 10 derniers Grands Prix. Devant, Sergio Pérez qui, avec cette deuxième place, reprend un petit peu de marge sur ses adversaires. Surtout qu'à la troisième place, Fernando Alonso a connu peut-être son premier gros week-end difficile. Alors avec la Hongrie aussi, c'est vrai que là, depuis quelques Grands Prix, depuis on voit l'Autriche, la Grande-Bretagne, on a l'impression qu'Aston Martin est un petit peu rentré dans le rang. Après, on s'y attendait un petit peu, encore une fois, du côté de Fernando Alonso, mais 170 points, ce qui fait que Lewis Hamilton revient à 6 petites longueurs. Derrière Lewis Hamilton, nous avons une bagarre entre les deux pilotes Ferrari, Carlos Sainz et Charles Leclerc, avec un Carlos Sainz qui désormais mène de 6 points par rapport à Charles Leclerc. George Russell n'est pas encore très loin aussi pour cette bagarre pour la 5e place du championnat pilote. Et puis ensuite Lando Norris, Lance Stroll. Les deux pilotes Alpine qui n'ont pas pris de points ce week-end, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Piastri et Alexander Albon qui grignotent avec 21 points. Désormais, on poursuit avec le championnat constructeur. À ce petit jeu-là, maintenant Red Bull est irrattrapable également sur le championnat constructeur avec 583 points. Ils ont 310 points d'avance sur Mercedes. Derrière, Mercedes prend quand même, avec la bagarre avec Ferrari, ça reste assez proche. 273 points contre 228 pour Ferrari, qui passe devant Aston Martin avec ce très très bon week-end et ce mauvais week-end d'Aston Martin qui passe 4e, McLaren toujours 5e, Alpine toujours 6e, Williams grignote aussi des points, mais reste 7e avec 21 points, mais surtout ils ont maintenant 10 points d'avance sur As. Alfa Romeo est 9e avec 10 petits points et AlphaTauri 3 points seulement. Ça risque d'être quand même très difficile d'éviter la dernière place du côté de l'équipe italienne. Alors nous, on se retrouve pour le prochain Grand Prix. Ça sera du côté de Singapour. Singapour, ça sera que je remonte, comme vous pouvez le voir, Singapour. Ça sera le 17 septembre. Donc nous, on fera le débrief le 19, voilà, 18-19 septembre. Donc après ce Grand Prix de Singapour du côté de Marina Bay. Et puis on enchaînera derrière avec Suzuka le 24 septembre pour la 15e et 16e manche de ce championnat du monde de Formule 1. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!